1664. Louis XIV se rend à Versailles. Il n'y habite pas encore, mais ses séjours sont de plus en plus fréquents. À la cour, on s'étonne. Que trouve donc Sa Majesté à ce petit château isolé et mal commode d'accès? Versailles n'est alors qu'une simple résidence bâtie par Louis XIII pour y organiser des parties de chasse et recevoir les ambassadeurs. C'est pourtant là que le roi a décidé de donner ses fêtes les plus mémorables. Il a 26 ans. Secondé par le très zélé Colbert, il est seul aux commandes du pays. Majesté. C'est vraiment une idée politique, utiliser ces fêtes pour rassembler les populations autour du roi, d'un roi qui est en quelque sorte le chef des plaisirs, comme il est aussi le chef de guerre quand il part à la guerre. Ce qui explique pourquoi il a choisi Versailles, essentiellement, non pas tellement pour le château lui-même, mais l'essentiel, à partir de 1661, ce sont les jardins. C'est la première grande fête au domaine. Officiellement, il s'agit d'honorer sa mère, Anne d'Autriche, et la reine Marie-Thérèse. En réalité, la fête est plutôt dédiée à sa maîtresse, Mademoiselle de la Vallière. Mais qu'importe. Plus que les ragots, c'est la splendeur des réjouissances qui va marquer les esprits. « 600 personnes ont été invitées à participer à 3 jours de réjouissances baptisés les plaisirs de l'île enchantée. Les multiples spectacles se donnent dans des décors montés en plein air. Un défilé équestre où apparaît le roi en chevalier de légende, une comédie-ballet écrite par Lully et Molière, la première de Tartuffe. Versailles est devenu un grand parc d'attractions. Mais aujourd'hui, ces premiers jardins baroques ont presque totalement disparu. Alors, à quoi ressemblait ce monde fantastique? Et surtout, est-il possible de lui redonner vie? Pour en trouver trace, il faut se rendre à la petite écurie, en face du château. L'espace est aujourd'hui utilisé pour la conservation et la restauration des statues originales issues des jardins. Mais il contient aussi quelques-uns des vestiges de ces folies baroques. Alexandre Maral, conservateur général au château de Versailles, recense aujourd'hui les sculptures qui faisaient le décor d'un labyrinthe fabuleux. C'est assez rare d'avoir un ensemble animalier aussi important. 39 fontaines et 330 animaux. Le labyrinthe a été aménagé au cours des années 1673-1675. Chaque fontaine met en scène une fable, illustrée donc par des animaux qui crachent de l'eau. Les jets d'eau symbolisent leurs paroles. Il y a une mode des fables à ce moment-là. 1673, on est 3 ans après l'apparition du premier volume, du premier recueil des fables de La Fontaine. Toujours chargées d'un sens moral, les fables du labyrinthe évoquent par allusion les qualités du pouvoir. Le chat étant des rats l'adversaire implacable, pour s'en mieux donner garde, un d'entre eux proposa de lui mettre un grelot au cou. Nul ne l'osa. De quoi sert un conseil qui n'est point praticable? C'est une leçon de pragmatisme qui reflète l'univers de la cour de Versailles avec ses langages à connotation politique. En l'occurrence, donc, le roi de France qui tient conseil tous les jours, comme les rats, donne l'exemple d'un conseil qui prend des décisions applicables et qui reste dans une ligne pragmatique. C'est très actuel. À l'époque,
le labyrinthe constituait l'une des attractions les plus renommées de ce Versailles, à la fois intrigant, baroque et galant. Le parc conserve aujourd'hui certains des bosquets conçus par le nôtre. Des jardins clos par des treillages et qui renferment chacun leur trésor. Mais la pièce maîtresse de cet univers insolite, elle, a complètement disparu. Il s'agissait d'une étonnante grotte artificielle installée à l'intérieur d'un petit bâtiment, la grotte de Thétis. Une prouesse à la fois artistique et technique qui va donner au roi sa première représentation symbolique. À nouveau, ce qu'il en reste aujourd'hui est précieusement gardé dans l'espace de la petite écurie. Apollon servi par les nymphes, c'est le chef-d'œuvre de la sculpture française du XVIIe siècle, pas seulement de Versailles. C'est un groupe qui a été exécuté pour prendre place dans la grotte de Thétis, déesse de la mer. Il y a le groupe principal, Apollon servi par les nymphes, et le groupe des chevaux du soleil. C'est évidemment Louis XIV qui est portraituré là à travers Apollon. Entièrement sculptés dans du marbre de Carrare, les groupes sont d'une ampleur exceptionnelle, mais étonnent aussi par leur réalisme. On a là un morceau extraordinaire de pureté, de classicisme et des détails de sculpture maniés avec beaucoup de maîtrise et de virtuosité. Gérardon a parfaitement rendu le cuir qui s'affaisse sur lui-même. On a l'impression que si elle continue à tordre le linge, eh bien, de l'eau va couler. Mais de quelle façon ces chefs-d'œuvre apparaissaient-ils dans leur cadre d'origine? Pour retrouver leur vraie place, il faut reconstituer intégralement l'univers fantastique de la grotte de Thétis. Un projet ambitieux qui nécessite d'abord de modéliser par photogrammétrie les groupes de marbre. Plusieurs milliers de photos sont nécessaires pour obtenir des modèles numériques parfaits. Le travail se poursuit à Arles, où exerce l'un des meilleurs spécialistes de la reconstitution architecturale en images de synthèse. Son nouveau défi, la grotte de Thétis. Première difficulté, les plans et les gravures qui décrivent le décor intérieur sont contradictoires et manquent de précision. Avec l'aide d'Alexandre Maral, Hubert Nodex affine les premiers modèles numériques. Nous, on est parti évidemment du plan de Félibien. Et une des premières constatations dans la modélisation de la structure, ça a été en fait que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a été obligé de transformer le plan. Donc notre modélisation, ça représente bien un carré en partie centrale et de fait 2 coupoles circulaires sur le côté, ce qui semble correspondre aussi à ce que l'on voit sur le... Donc ça veut dire que vous avez allongé les proportions de ces côtés-là. On a légèrement allongé les proportions au de ces détriment côtés-là. de la niche. Voilà. Alors, on va aller voir Le ici. problème se complexifie encore lorsqu'il s'agit d'insérer les groupes sculptés dans le modèle reconstitué. Donc on a fait la restitution du socle en s'appuyant effectivement sur l'élévation pour caler la hauteur du socle. Et lorsqu'on fait apparaître donc, les sculptures numérisées, ouais. Grâce au travail de reconstitution, il est maintenant possible de comprendre l'enchantement que l'endroit procurait aux visiteurs. Entièrement tapissé de coquillages, de nacre et de perles, le décor émerveille dès l'entrée. Louis XIV est ici le maître d'un univers féerique qu'il peut commander à sa guise.
Le divertissement s'admire autant qu'il s'écoute. Un orgue hydraulique ajoute au ruissellement le chant des oiseaux. Le roi aime venir ici en galante compagnie. Mais le spectacle de la grotte fait aussi partie du programme réservé aux invités importants, qui ne peuvent manquer de rapprocher le roi et Apollon. Identification que s'empressera d'ailleurs de souligner un certain Jean de La Fontaine. Quand le soleil est là et qu'il a fait sa tâche, il descend chez Thétis et prend quelques relâches. C'est ainsi que Louis s'en va se délasser d'un soin que tous les jours, il faut recommencer. Avec cette grotte, Louis XIV fait de Versailles le palais d'Apollon.